Ça continue de progresser lentement. Ça, c'est un truc qu'on peut pas reprocher, il rush rien. Hein. Ça prend le temps de montrer les personnages, leurs découvertes, etc., etc. Et je pense que c'est mon épisode préféré de cette saison 2 pour l'instant, même si j'ai un problème assez important au début, puisque on se centre davantage sur Hector et son passé. On a un petit flashback sur lui qui a découvert ses pouvoirs en ressuscitant un chien mort, son chien, je sais pas trop, c'est pas assez super clair là-dessus, et qui laisse comprendre que ce qu'on avait vu un tout petit peu de son passé en audio dans l'épisode 1, bah, c'est un peu suite à ça, quoi. Il a été perçu comme un monstre après avoir pratiqué sa nécromancie. Et au passage, sa nécromancie est un petit peu bizarre, mais c'est pas non plus un problème d'incohérence, c'est juste que voilà, il peut ressusciter les chiens en les laissant tels qu'ils étaient avant, mais les cadavres humains, il les transforme en monstres ailés. En fait, c'est sans doute deux magies différentes qu'il opère. On va dire que c'est ça. On va dire que c'est ça. C'est rien de grave. Rien de grave. Cela étant, il y a Carmilla qui vient le voir parce que elle a quelques craintes concernant Dracula qui n'a pas ordonné qu'on s'attaque à la maison Belmont après les informations qu'Isaac a données dans l'épisode précédent. Ce qui est complètement ridicule, je vois pas pourquoi il ferait ça. Je veux dire, on a mis au clair de façon assez évidente que Alucard et Belmont œuvrent ensemble pour très certainement défaire le plan de Dracula, et Dracula se dit on continue comme ça, c'est un peu ça qu'il faut que je retienne. À la fin de la dernière scène de l'épisode 2, c'est sur ça qu'ils sont partis. Ok, ça aurait été cool de le montrer au moins, mais bon, je comprends pas pourquoi Dracula prendrait cette décision de ne rien faire et de laisser pisser les choses comme ça. Parce que c'est comme ça que c'est renvoyé. Et donc Carmilla vient voir Isaac pour qu'elle lui dise qu'elle a des craintes sur Dracula et qu'elle voudrait vraiment faire en sorte que quelqu'un s'attaque à la maison des Belmont, à l'ancienne maison des Belmont qui a été complètement détruite sur pas mal de points, en tout cas en surface. Elle voudrait ça, et elle pense qu'il a cette capacité-là, vu que son pouvoir peut permettre au monstre qu'il crée d'être totalement à son service à lui. Mais il est quand même totalement fidèle à Dracula, comme on le voit dans un autre flashback où Dracula lui a fait part de la mort de sa femme et du fait qu'il veut se venger des humains. Et que lui n'est pas contre l'idée, mais veut que ce soit fait avec une certaine décence, sans faire souffrir inutilement, sans être sadique en fait. Et ok, ça montre un petit peu le caractère du personnage qui ses principes en dépit du fait qu'il a vraiment que du mépris envers l'humanité en soi, vu qu'une fois de plus, il a été mal perçu, tout ça, c'est très typique, très basique. Le truc par rapport à ça, c'est que on force Dracula à rien faire pour mettre en avant Carmilla. Et c'est un petit peu la chose principale que j'ai reproché à cet épisode. Carmilla va se mettre en avant plus tard, parce que voilà, c'est un petit peu la fin du truc. Il dit ouais, je ne serais pas contre cette idée, mais il faut que Dracula l'approuve. Et donc elle dit ok, je vais faire en sorte qu'il le fasse. On passe du temps sur nos héros, j'en reviendrai sur cette longue scène après. Et puis après, à la fin de l'épisode, on passe un peu de temps sur Godbrand qui vient voir Dracula en lui faisant part de quelques inquiétudes qu'il a concernant le fait que s'ils exterminent les humains, ils risquent de plus rien avoir à bouffer. Hein. Et lui, le sang de porc, il aime pas parce que ça lui donne la chiasse. Histoire de rester un petit peu dans le fin de certains dialogues. C'était complètement inutile de faire ça, mais bon, il faut qu'il soit un petit peu vulgaire sur les bords. Et c'est une série 18+ ou pas, merde. Donc, ouais, il finit par se faire rembarrer par Dracula qui, une fois de plus, est toujours imposant. Et il faut pas trop le faire chier, quoi. Et dans le sens où son but, au bout du compte, même Godbrand, qui est pas le plus fin du monde, le voit, en fait. Il se plaint à Carmilla qui vient voir Dracula juste après que son plan, c'est pas vraiment une extermination, une vengeance, mais plus un suicide. Il veut faire en sorte qu'il n'y ait plus rien qui le rattache à ce monde pour pouvoir crever et rejoindre sa bien-aimée. C'est un peu comme ça qu'il le voit. Et dans un sens, il n'a pas forcément tort. Et je pense que c'est à la fois une vengeance et un suicide. Mais oui, il y a Carmilla qui essaye de se rallier à lui pour quelque chose. Et étant donné qu'il est toujours aussi rustre, elle lui défonce un petit peu la gueule juste avant, pour bien lui faire comprendre que ce Dracula-là, qu'elle est venue voir, elle ne le respecte pas. Elle raconte un petit peu son histoire, qu'elle a été transformée en vampire par un maître de château, mais il est devenu vieux et fou, et au bout du compte, elle s'est dit merde, je vais pas obéir à un vieux fou, et donc elle l'a buté pour prendre un peu sa place. Et lorsqu'elle est venue voir Dracula, qu'est-ce qu'elle a rencontré? Un vieux fou.
Donc, faites le lien logique de ce qu'elle veut faire, quoi. C'est histoire de mettre en avant Carmilla face à un Dracula complètement en roue libre, en automatique, qui laisse les choses se faire et elle ne veut pas ça. Et ouais, ça sent un petit jeu de pouvoir et je sais pas comment ça va se goupiller par la suite. Dans l'idée, j'aime bien. Carmilla, pour l'instant, est une méchante très intéressante qui a une bonne personnalité, une bonne répartie. Mais c'est juste qu'on force un petit peu Dracula à ne pas prendre de décision. Je vois pas pourquoi il voudrait pas s'en prendre à la maison Belmont, quoi. Et oui, je me pose la question, est-ce que ça va se faire? Puisque là, à ce moment précis de l'histoire, on a passé quand même pas mal de temps dans la maison Belmont et ils ont pris une bonne partie des trucs qu'ils recherchaient. Donc j'imagine que dans l'épisode suivant, on aura réponse à ça. Mais ce qui se passe entre-temps, parce que j'aime beaucoup plus ce qui passe du côté des héros, c'est qu'ils sont en chemin vers la maison Belmont et on voit Trevor se remémorer un petit peu sa jeunesse à cet endroit-là, qu'il a quitté à l'âge de 12 ans. Je me souviens de cette période légèrement insouciante où j'avais des attaches, je m'amusais, mais il y a eu évidemment l'évincement de l'Église qui a changé les choses. Ils ne sont pas super clairs sur ce qui est arrivé directement, exactement à sa famille. Parce que voilà, ils ont été répudiés, mais est-ce que son père et sa mère sont morts? Ça n'a jamais été clair, je ne vous cache pas, dans les jeux, enfin ceux que j'ai suivis en tout cas, sur la passation de pouvoir d'un Belmont à un autre, quoi. On suit toujours le Belmont un peu solitaire au début et on passe jamais vraiment de temps, en tout cas dans les jeux auxquels j'ai joué, sur ce passage de flambeau, c'est-à-dire cet enfant qui va devenir le futur Belmont principal qui devra lutter contre Dracula. Bon, j'ai pas souvenir qu'on ait fait ça dans la série de jeux vidéo et on le fait pas tant que ça dans cette série. Donc ça poursuit un petit peu la mode et ouais, il y a quelque chose d'assez fort dans cette nostalgie et surtout quelque chose qui me plaît beaucoup, cette dynamique entre nos trois personnages. Il y a quelque chose qui marche très bien et c'est, je pense, ma partie préférée de cette série pour l'instant, c'est lorsque nos trois héros interagissent. On voit qu'ils ont chacun un caractère à part et n'hésitent pas à se railler, à faire des petits commentaires sur leurs problèmes, leur vie à chacun, de façon plus ou moins légère. Au début, Alucard fait une petite pique à la vie un peu misérable qu'a eu Trevor, puisqu'il a dû être sur les routes tout seul à l'âge de 12-13 ans. Et au début, ils prennent ça à la rigolade, mais au fur et à mesure qu'ils s'engouffrent un petit peu dans le manoir, dans la bibliothèque cachée des Belmont, il y a une espèce d'amertume de sa part qui devient un peu plus cassant, parce qu'il est dans la demeure, la grande bibliothèque des Belmont, qui ont quand même voué leur vie à chasser ceux qui représentent un peu les siens pour lui, quoi, les vampires. Il voit des crânes de vampires là, et même si ça n'en vient pas aux mains, ça n'atteint pas le point de la grosse dispute bien grasse, on voit le cynisme un peu plus fort de celui qui a du mal à être totalement derrière cet homme qui a voué sa vie à quelque chose avec lequel il ne peut pas être en équation. C'est assez fort ça, et je trouve qu'il y a énormément de moments très marquants dans le dialogue entre ces deux-là, comment réagit Alucard, comment réagit Trevor là-dessus, comment est un petit peu situé Sypha entre ces deux-là. C'est très, très intéressant. J'aime beaucoup les interactions entre ces trois-là, et si ça continue sur cette voie-là à chaque fois qu'on les montre, je pense qu'il y aura un groupe de héros principal très solide à suivre. C'est tout ce que j'espère. En tout cas, oui, ils entrent donc dans la bibliothèque familiale, le tombeau familial presque, où il y a toute cette collection de livres qui recense énormément de choses qu'ont fait les Belmont et où Trevor raconte un petit peu les origines de sa famille, de ce qu'il en sait, comme quoi ils étaient originaires de France, d'où le nom. Et au passage, je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait en commentaire, j'en suis au commentaire de l'épisode 3 au moment où on en est pour enregistrer cette vidéo. Je sais que Belmont était évidemment inspiré de Belmondo. Alors là, c'est grâce à Jean-Paul Belmondo que Trevor Belmont et que la famille Belmont portent ce nom-là. C'est assez cool à noter ça. Bref, ils viennent de France, mais ils ont décidé de partir vers la Valachie parce que c'est là que s'est dirigé
Dracula et ses vampires pour continuer leur chasse, leur rite familial. Hein. C'est vraiment leur tradition familiale depuis je ne sais combien de générations. Hein. Le premier à avoir déménagé dans le coin étant Léon Belmont. Je ne sais pas si c'est un personnage qu'on a campé dans un jeu vidéo, très certainement. Il y a eu tellement de Belmont, je fais pas gaffe aux prénoms qu'ils ont tous eu dans les jeux vidéo, mais très certainement. Hein. Et même si j'irais pas dire que ça explique totalement le personnage de Trevor, ça donne beaucoup plus d'informations sur ce que représentait sa famille. On en apprend plus de façon un peu dite comme ça, mais dans des conversations plutôt bien amenées. Et j'apprécie beaucoup ça, quoi. C'est un moment assez calme, ça va vraiment assez lentement, ça prend son temps pour nous faire découvrir cet environnement et l'histoire des Belmont un petit peu. Donc c'est très cool ça. Et puis on a l'autre arme ultime, l'autre arme iconique des Belmont, c'est-à-dire le fléau, la Morning Star, qui remplace le fouet lorsqu'on prend un power-up. Hein, parce que ça, je me souviens totalement de ça, quoi. Dans les premiers jeux Castlevania, au début, tu te bats avec un fouet, mais lorsque tu prends un upgrade, le gros fléau comme ça. Donc c'est cool, il trouve le coffre qui contient cette arme-là, qui était assez visible au passage. Je sais pas pourquoi, c'est un peu bizarre. Je veux dire, je comprends bien pourquoi ça se situe derrière une étagère de livres pour le cacher. Par contre, j'ai un petit peu de mal à saisir pourquoi cette étagère en question, cette étagère précise, est délabrée et donc permet facilement de voir le coffre. J'avoue que je pige pas trop ça, mais je sais pas, c'est un détail. Bref, il a sa nouvelle arme bien bourrin qui lui permettra de faire encore plus mal qu'avant, j'en suis sûr. Même si ça doit pas être la même chose, hein. Quand t'es habitué au fouet, ce genre de truc, c'est pas exactement la même maniabilité, je pense. Hein. Mais bon, dans les jeux vidéo, ça passe, c'est la même chose, donc j'imagine que ça sera pareil pour lui. Hein. C'est moi qui chipote sur les détails. C'était cool comme épisode, puisque oui, c'est un petit peu tout ce qui se passe, quoi. On découvre cet endroit, le chaos familial, et puis voilà. Et oui, c'était cool. Le rythme ne me dérange pas. Par contre, à un moment donné, ce serait cool que ça accélère. Dira-t-on que si ce rythme se poursuit sur trop d'épisodes, ça risque de devenir un peu gonflant sur les bords. Pour l'instant, ça passe bien. Ça passe très bien pour faire découvrir, pour permettre aux spectateurs, une fois de plus, de s'immerger dans l'ambiance de l'univers. Mais au bout d'un moment, s'immerger dans l'ambiance de l'univers, ça suffira pas. Hein, il faudra enchaîner les choses un peu plus vite. Donc, pour l'instant, c'est bon. Je dis juste que sur le long terme, ça risque d'être un petit peu lourd si ça se poursuit sur ce rythme-là. Mais nous verrons. En tout cas, bon épisode, très sympathique. Si ce n'est le forçage autour de Dracula, Carmilla, cette ambiance-là qui aurait pu être mieux amenée. J'ai grandement apprécié ce que ça a mis en place, même si c'est pas énorme. Donc, on verra les retombées de ça dans l'épisode suivant. Bye!